Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés Radio aussi qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, 130 radios territoriales et avec TV5 Monde. Voilà, 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis l'invité politique après la météo de Territoire d'Info ce matin en direct, c'est Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui est également président de la commission d'investiture des Républicains, qui sera notre invité sur ce plateau. En fin de territoire, Sénat avec l'actualité parlementaire en fin d'émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Pour commencer ce journal, vous l'avez sûrement constaté en regardant par la fenêtre, la neige est là. Les effets de la tempête Gabrielle se font sentir. Une dizaine de départements sont placés en alerte. Un appel à la prudence a été lancé sur près de la moitié du pays. Quelques images ici à Aidé-Bazouges, près de Rennes, en Bretagne. À Paris, quelques flocons également. La neige recouvre la basilique du Sacré-Cœur. C'est beau, vous allez le voir. Attention à vous donc ce matin sur les routes notamment. Toute autre chose, nous prenons la direction de la Gironde. Un sursis pour les 870 salariés de Ford Blanquefort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été rejeté lundi soir par la direction. Un répit de près d'un mois pour que Ford, mais aussi le repreneur potentiel Punch, revoient leur copie. Pour une partie des syndicats et des élus, c'est un nouvel espoir qui se présente. Le personnel, lui, est beaucoup plus sceptique, vous allez le voir. Les explications de Dominique Parmentier de la chaîne TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est sous une pluie battante devant une cinquantaine de salariés réunis en début d'après-midi devant l'usine que les représentants syndicaux ont fait part de leur satisfaction. Pour eux, le refus du PSE est une bonne nouvelle et d'abord une victoire sur Ford. Qui se vantait depuis le début d'avoir un PSE super bien qui garantissait tout. Et c'est pas l'avis de la directe, c'est pas l'avis des services de l'État. Donc il y a ce PSE est retoqué. Et l'autre chose importante quand même, c'est c'est le fait que ça nous donne un délai supplémentaire, à peu près de 3, 4 ou 5 semaines, qui va nous permettre, on espère, de batailler pour trouver une solution de reprise de l'usine. Plutôt que la fermeture de l'usine au mois d'août. C'est une bonne nouvelle pour nous qui prouve que le combat que l'on mène en intersyndical porte ses fruits et puis qu'on garde l'espoir d'avoir une reprise de ce site par la société Punch pour lequel on va travailler maintenant dans les semaines à venir. Même satisfaction du côté de la maire de Blanquefort. Jusqu'à présent, c'est toujours Ford qui a imposé son calendrier. Ça fait des mois qu'il n'y a que qui sont aux commandes du temps. On arrive enfin pour une fois à leur imposer un délai supplémentaire pour pouvoir continuer à travailler sur la question de la reprise. Tout ce qui peut aller en direction de ça est une bonne nouvelle. Les salariés, eux, sont moins enthousiastes. Ils restent très sceptiques sur la solidité du potentiel repreneur. L'espoir de quoi ? Si l'autre c'est une coquille vide, ça nous fait perdre un mois de plus de congés de reclassement, enfin d'opportunités pour commencer à chercher du travail. Ça repousse de 21 jours, c'est tout. Ça repousse peut-être pour une solution ? Pour une solution, le seul repreneur identifié c'est Punch. Et il semble de moins en moins solide. S'il avait vraiment du boulot, il y a longtemps qu'il aurait fourni les lettres d'intention. Élus et syndicats pensent que le temps permettra à Punch de muscler son offre. Il faut convaincre Punch d'aller plus loin, de concrétiser son projet, de trouver des commandes officielles de la part de ses clients. C'est pour ça que vendredi, l'intersyndicale va se rendre à Strasbourg pour rencontrer Punch et voir où il en est de son travail par rapport à l'activité industrielle qui pourrait être mise à Bordeaux. Et puis convaincre l'État d'intervenir réellement et de ne pas laisser cette usine fermée. Entre les salariés sceptiques, les pressions sur l'État, Punch et Ford, les syndicats ont encore du pain sur la planche, mais de l'espoir. Tout à fait autre chose. Avant de recevoir Éric Ciotti, qui sera notre invité politique tout à l'heure dans Territoire d'Info, député des Alpes-Maritimes, le grand débat s'installe là-bas. Depuis 2 semaines, des réunions publiques ont lieu un peu partout dans le département. Ce matin, direction Sospel pour un café-débat. L'occasion de récolter les doléances des habitants. C'est un reportage de notre chaîne partenaire là-bas, Azur TV.
Le grand débat national s'installe dans les Alpes-Maritimes. Depuis maintenant 2 semaines, cette grande discussion inédite avec le pays se met en place. Un moment de dialogue direct avec les citoyens français. Jusqu'au 15 mars prochain, chacun peut organiser un débat ou envoyer ses doléances à l'État via les élus ou la plateforme Internet. En région PACA, la référente est la députée de l'Est des Alpes-Maritimes, Alexandra Valletta-Ardisson. Investie par La République En Marche, elle souhaite un débat le plus large possible. Tout le monde sera entendu et écouté. Après, bien évidemment, toutes les revendications ne vont pas être prises en compte. On est malgré tout dans un État, on doit être responsable. Et il y a certaines choses qui relèvent plus de l'utopie ou de l'irréel. Donc, bien évidemment, tout ne sera pas pris en compte. Mais le président de la République a été très clair. La France d'il y a 3-4 mois ou d'il y a 10 ans ne sera pas la même que celle qui sortira dans son mode de fonctionnement d'après le grand débat. Donc, il y a des décisions fortes qui vont être prises. On en est tous bien conscients. Et donc, on œuvre tous. Donc, à ceux qui disent que c'est un petit peu de la foutaise, je leur dis tentez, on y va, on participe tous ensemble et vous verrez bien qu'il y a quelque chose qui va en sortir. Après avoir organisé des ateliers thématiques, des séances plénières à Théoul, Saint-Vallier ou Roquebrune, c'est autour d'un café-débat intime que la semaine a commencé à Sospel. Certains habitants se saisissent de ce moment démocratique pour exprimer leurs craintes et leurs idées. C'est très important parce que je voulais dire à notre député ce qu'on pensait des mesures qui sont prises et des problèmes que l'on peut rencontrer actuellement, notamment au niveau du pouvoir d'achat. Qui est de plus en plus bas au fil des années, surtout par rapport aux petits retraités. Dans les communes rurales et dans les grosses agglomérations, les mêmes revendications reviennent. Un besoin d'avoir plus d'informations parce qu'ils ont l'impression des fois de ne pas avoir toutes les informations de tout ce qui existe. Un besoin d'une meilleure redistribution aussi des richesses, de meilleure organisation sur les aides sociales. C'est un sujet qui revient beaucoup, c'est-à-dire que les gens sont bien évidemment d'accord pour que les aides sociales existent, mais ils se posent beaucoup de questions par rapport à leur distribution et à la façon dont elles sont organisées. Il y a aussi, donc, comme je le disais, beaucoup de questionnements sur le fonctionnement de nos institutions, le qui fait quoi, et quelque chose qui remonte vraiment. De nombreuses réunions seront encore prévues dans le département. Pour participer à ce grand débat, l'agenda des manifestations est à retrouver sur le site granddébat.fr. Le questionnaire est également à compléter en ligne jusqu'au 15 mars avant la synthèse qui sera réalisée en avril prochain. Aider les femmes étrangères en situation régulière à trouver un emploi, c'est l'initiative lancée par l'association Retravailler. Cet objectif emploi vise à les accompagner vers une insertion professionnelle durable. Durant 6 mois, 15 femmes se retrouvent 2 à 3 demi-journées par semaine pour travailler leur CV, découvrir les métiers qui existent en France, apprendre les codes, les procédures ou mener pour trouver un emploi, des stages. Jean-François Ambroise de Via Mirabel est allé à leur rencontre. Regardez. Elles sont syriennes, irakiennes ou encore afghanes. Et face au sous-préfet de la Moselle, elles présentent leur parcours dans un français plus que correct. Toutes ont fui leur pays en guerre. Ces femmes sont maintenant en situation régulière. Leur objectif à présent, trouver un travail et s'intégrer pleinement dans la société. Comme Laura, irakienne, arrivée en France en novembre 2015. En Irak, j'ai fait mes études en mathématiques. J'ai travaillé pendant un an donné de cours, mais à cause de la guerre, je suis ici en France. Je suis en train d'apprendre le français pour travailler mon projet. Depuis fin septembre, 15 femmes se retrouvent ainsi 2 à 3 demi-journées par semaine dans les locaux de l'association Retravailler, située à Saint-Julien-les-Messes. L'action est réservée aux femmes primo-arrivantes. Int en bénéficie. En Syrie, elle était pharmacienne. Elle est arrivée en France en novembre 2015. En France, c'est pas facile de travailler comme pharmacienne. Maintenant, je recherche pour un autre travail comme secrétaire médicale parce que j'ai travaillé en Jordanie pour 2 ans comme secrétaire médicale. Pour la plupart, elles ont travaillé dans leur pays d'origine, mais c'est compliqué pour elles d'obtenir un travail en France parce qu'il leur manque certaines connaissances. Elles n'ont pas forcément les outils, le CV, la lettre de motivation, et puis elles n'ont pas forcément connaissance des métiers qu'elles pourraient exercer en France. Donc notre but, c'est de les aider pour réussir leur intégration. Pour mener cette action, l'association Retravailler perçoit des aides de l'État, tout comme une vingtaine d'autres associations mosellanes qui portent des projets similaires. Un pan de la politique migratoire pour intégrer au mieux les étrangers sur le département. En 2018, 230 000 € ont ainsi été versés aux différentes associations pour venir en aide aux étrangers en situation régulière. Pour 2019, le gouvernement a décidé de doubler cette aide.
Soleil, douceur de vivre, vous aussi, vous rêvez peut-être du Sud. Sachez que l'Occitanie attire toujours plus. C'est l'INSEE qui le dit. La région connaît un grand succès. La région se place en 2e derrière la Corse en termes de croissance démographique. Via Occitanie, notre partenaire est allé à la rencontre d'Isabelle. C'est une Parisienne venue chercher le soleil dans le Gard. Elle a bien de la chance en ce moment. Regardez son reportage. Isabelle est en pleine conversation avec le maire de Domessargues, son village de cœur. Un rituel adopté par cette ancienne Parisienne, venue chercher le soleil gardois. La tranquillité, moins de circulation, enfin, plus de soleil, voilà quoi. Plus de sympathie par des gens. Une tranquillité que de plus en plus de monde vient chercher. Domessargues est passé de 659 à 758 personnes en 10 ans. C'est une hausse de 12%, une des plus fortes dans la région d'après la dernière enquête de l'INSEE. Le secret ? La proximité avec la nationale 106 et surtout la construction d'un lotissement de logements sociaux. Les logements locatifs nous permettent de compenser et nous permettra dans l'avenir, sans aucun doute, de maintenir des classes ouvertes en particulier. L'Occitanie connaît un succès grandissant. La région se place 2e derrière la Corse en termes de croissance démographique. Elle gagne chaque année 47 000 habitants, soit l'équivalent d'une ville comme Carcassonne. Toulouse et sa périphérie, un des moteurs de la région, gagne 19 000 habitants. Vous avez une ville qui est très étudiante, qui est très active. Vous avez un turnover au niveau des entreprises et des startups qui est considérable. Transport en commun, quoi qu'on dise, on est bien desservi. Et en fait, on avait choisi Toulouse par rapport aux axes routiers. Et justement, hormis Toulouse, on remarque bien ici que la hausse de la population se fait autour des autoroutes, comme la 9. Après, sur Nîmes et sur Perpignan, on a beaucoup de populations en particulier qui viennent passer leur retraite dans ces régions-là. Et donc, ça fait un peu boule de neige. Ces populations consomment, donc il y a besoin de commerce, il y a besoin de services, elles ont besoin d'activités médicales, etc., etc. Par contre, un constat alarmant, celle de la désertification démographique qui, dans 3 de nos départements, la Lozère, le Lot et les Hautes-Pyrénées, ont perdu des habitants. On termine ce JT avec un geste pour la planète avec cette entreprise du Val d'Oise, Terra Bière, une brasserie 100% naturelle qui vise le zéro déchet. Cette microbrasserie installée à Deuil-la-Barre produit et vend sur place des bières à 100% naturelles. Elles sont bonnes. Elle souhaite également développer l'économie circulaire et tendre donc vers le zéro déchet. C'est Philippe Pémal pour Via Grand Paris qui nous raconte cette affaire. Et là, on va rajouter le pain. Faire une bière au pain bio, c'est la drôle d'idée de Julien Laforgue. Cette bière s'appelle la Zéro Déchet. C'est l'une des nombreuses créations de ce nouveau brasseur installé à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. Avec son amie Émilie, il a créé Terra Bière, une microbrasserie qui ne propose que des bières 100% naturelles. 66,8. Parfait. On n'utilise que des produits issus de l'agriculture biologique, que ce soit le malt ou le houblon. L'envie de Terra Bière, c'est de proposer des produits sains, sans conservateurs, sans additifs, le plus simple possible, juste avec de l'orge, de l'eau, du houblon et de la levure. Travailler avec du bio, éviter le gaspillage font partie des valeurs que défend ce nouveau venu dans le monde de la bière. Julien prône l'économie circulaire, pratique la consigne et ne jette pas ses résidus de brassage. Ça part à la ferme de la butte Pinson ou à la friche de l'Université Paris 13 pour un complément alimentaire aux animaux. Les poules, les cochons, les moutons, voilà. Ça permet de leur donner à manger et c'est réutilisé, c'est pas jeté. Julien propose une dizaine de bières, blondes, ambrées ou brunes. Des bières de saison, des spécialités ou encore des classiques qu'il fabrique toute l'année. Une gamme signée d'un nom surprenant, la Diogilo. On a cherché aux origines et donc Diogilo, c'est l'ancien nom du bourg de Deuil-la-Barre. L'idée c'était de s'ancrer en fait dans le tissu local. Déjà parce qu'on est en centre-ville, de proposer et de valoriser notre ville et donc il semblait normal en fait d'avoir un nom ou même des illustrations qui le rappellent. Julien et Émilie vendent leurs bières sur place et dans des points relais. Pour partager leur passion, ils proposent des stages de brassage ou des visites guidées. Depuis peu, ils ont également ouvert un espace dégustation. Voilà, on poursuit notre émission avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse, Guillaume Doyen, Hubert Coudurier. À tout de suite.
On démarre Salaria, bonjour, avec la dépêche ce matin, la loi anti-casseurs en examen cette nuit à l'Assemblée nationale dans la dépêche. Christophe Castaner défend un texte de tolérance zéro contre les violences. Le ministre a employé plusieurs fois le mot de brut. La gauche dénonce, elle, un texte liberticide. Christophe Castaner assure, cette loi anti-casseurs n'est pas un texte de circonstance, c'est une loi de bon sens. Il s'agit, selon lui, de donner les moyens aux autorités administratives de permettre aux Français de manifester sans pour autant subir les brutes. Ce sont les mots du ministre cette nuit à l'Assemblée. Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains, qui est à l'origine de ce texte, juge lui que sa loi a été dénaturée. À la une des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, des journaux du groupe Ebra, c'est les 4 ou 5 jours d'école, ça va faire des mécontents. C'est la question qui agite les Strasbourgeois. En ce moment, enseignants et parents mettent la pression sur les rythmes scolaires. En ligne de mire, les conclusions de la concertation initiée par le maire de Strasbourg qui propose de maintenir la semaine de 4 jours et demi. Enseignants, parents d'élèves, syndicats se sont mobilisés hier contre ce projet. Tous demandent que les conseils d'école puissent s'exprimer sur le retour à la semaine de 4 jours, avec notamment la suppression des cours le mercredi matin. Voilà, la une de la Voix du Nord, on le sait depuis longtemps, ce sont les ravages du tabagisme ce matin. La région est mauvaise élève en matière de tabagisme. Il y a 30% de fumeurs dans les Hauts-de-France. C'est la deuxième région où on fume le plus en France, avec 1 300 000 fumeurs. Alors qu'on a enregistré sur le territoire 1 million de fumeurs quotidiens en moins en un an, on continue à fumer nettement plus dans le nord que dans le reste du pays. Une situation à l'impact sanitaire préoccupant. 20% des cancers sont dus au tabac. 6500 personnes pourraient y échapper dans la région chaque année. Le tabagisme est de fait la première cause évitable de mortalité. Oui, merci. L'égalité femmes-hommes à la une de Ouest France, dirigée par François-Xavier Lefranc. Une égalité à petits pas. Danielle Bousquet a quitté le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qu'elle a présidé pendant 6 ans. L'ancienne députée socialiste admet que les lignes ont bougé, mais il reste du chemin à parcourir. Elle déplore surtout le manque de moyens financiers. Son plus grand regret que dans la loi sur les violences sexuelles et sexistes de 2018 ne figure pas l'âge de non-consentement à un rapport sexuel. C'est une mesure qui avait été retoquée par le Conseil d'État. Merci beaucoup, Saveria. On vous retrouve pour la partie parlementaire. Troisième partie de cette émission. Dans un instant, c'est le Club de la Presse. Hubert Coudurier et Guillaume Doyen sont avec nous. Bonjour Hubert Coudurier, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme de Brest et président de TBO et TB Sud, c'est les deux grandes chaînes TNT de Bretagne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et bonjour Guillaume Doyen, régulier de notre émission. Bonjour. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions et merci d'être là. On va démarrer avec la loi anti-casseurs. Trouver le juste équilibre, c'est ce qu'écrit le Télégramme ce matin. Deux phrases de Christophe Castaner prononcées hier. Ce n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de bon sens, a-t-il dit. Deuxième phrase, il s'agit de donner les moyens aux autorités administratives de permettre aux Français de manifester sans pour autant subir les brutes, a-t-il dit. Hubert Coudurier, vous signez un éditorial dans le Télégramme ce matin, on va le voir. Castaner durcit le ton, vous écrivez. Cette loi, elle résulte de l'annonce faite par le Premier ministre au lendemain des manifestations des Gilets jaunes, qui s'était traduite par une séance de boxe sur le pont parisien et le ministère du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui avait été enfoncé par un tractopelle. Donc, le Premier ministre avait fait preuve de fermeté en annonçant cette loi. Cette loi, elle reprend une proposition du sénateur Bruno Retailleau, et elle interdit à un certain nombre de manifestants, particulièrement ciblés, de manifester. Elle fait des contrôles préventifs et elle alourdit un certain nombre de peines. Mais elle intervient aussi dans le contexte de ce gilet jaune qui est l'adjoint d'Éric Drouet, qui a pris une balle de défense. On est sûr de rien aujourd'hui à ce stade. En tout cas, il a été blessé à l'œil. Il y a une enquête de l'IGPN qui a été diligentée très rapidement par le ministre de l'Intérieur. Mais le président est intervenu en Égypte pour soutenir ostensiblement les forces de l'ordre. Et on a le sentiment aujourd'hui que ce message de fermeté ne sera pas démenti, quoi qu'il arrive. Il faut isoler le noyau dur des gilets jaunes casseurs.
Et le gouvernement, de ce point de vue-là, a l'opinion derrière lui. Avec un numéro quand même d'équilibriste, hein, Guillaume Doyen, puisque en fait, à gauche, on dit que cette loi est liberticide, et à droite, on verra Éric Ciotti tout à l'heure ce qu'il en dit, il sera notre invité politique dans quelques minutes, on dit qu'elle n'est pas assez forte. Écoutez, elle est probablement ni l'une ni l'autre, en fait. C'est une énième loi pénale visant à résoudre un problème qui est ponctuel. Là, c'est vraiment une loi de circonstance. Vous l'avez dit, elle intervient juste après que des violences graves ont été commises à Paris. Finalement, depuis un certain temps que je suis à l'actualité, le nombre de nouvelles lois pénales, de nouvelles lois répressives que j'ai vu arriver et que les magistrats ont le plus grand mal à faire appliquer parce que finalement, elles sont complexes, parce qu'ils ont un arsenal absolument finalement disproportionné. Ils en reviennent bien souvent au même texte, si vous voulez. Là, on a vu la difficulté qu'il y avait lieu de faire appliquer la loi, les interpellations préventives pour attroupement, prévision d'un attroupement, etc. C'est une loi qui a été votée sous Sarkozy pour... Mais c'est ça qu'on comprend pas. Elle n'est pas bien appliquée ou il y a un problème il y a une évolution. On est dans un état de droit. Donc quand on arrive devant un magistrat, il lui faut des éléments pour caractériser une infraction, si vous voulez. Un certain nombre de lois sont votées à la va-vite. Et finalement, les officiers de police judiciaire qui montent les dossiers, les magistrats qui les regardent, ont parfois du mal à les appliquer. Donc, si vous voulez, vous avez dans le code pénal un nombre d'infractions qui sont difficiles aujourd'hui. Il y a un affichage médiatique, voilà. C'est évident, mais ça intervient aussi, il y a une évolution de la doctrine de maintien de l'ordre. Depuis les manifestations sur la loi travail, on a des casseurs qui sont très mobiles, et donc le dispositif a dû être adapté. Mais ça s'inscrit dans la communication globale de l'Élysée, qui a quand même repris la main depuis quelques jours. Les bons chiffres du chômage, le fait que le président puisse à nouveau se déplacer en France sans être hué en participant au grand débat. Et là, maintenant, je dirais une pincée de fermeté bienvenue, parce que les Gilets jaunes se sont tout de même discrédités, ou ont été discrédités par ces violences. Tout ça concourt à remettre en selle l'exécutif qui a quand même été très bousculé par ce qui s'est passé début décembre. On a même parlé à ce moment-là d'une certaine panique à l'Élysée. Aujourd'hui, il reprend la main dans tous les domaines, et l'affichage médiatique, même si vous avez raison, ça pose des problèmes ensuite en pratique, c'est-à-dire qu'on arrête beaucoup de monde, mais on les relâche presque aussitôt. C'est un affichage qui est bienvenu. Les policiers, les syndicats policiers, Guillaume Doyen, ils sont plutôt favorables à quelle tendance plus d'arsenal, comme vous disiez, alors qu'il y en a déjà beaucoup, ou plus de simplification, ou moins? Ce qui demande généralement, le grand classique des syndicats de police, si vous voulez, c'est que les magistrats suivent leurs procédures et écrouent les gens qu'ils leur présentent. Voilà, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Dans le début des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de gens présentés devant les tribunaux, assez peu écroués finalement. Je me rappelle la première journée où vraiment on en a présenté 100, je crois qu'il y a eu 10 mandats de dépôt, ce qui n'est pas énorme finalement. On les entend plutôt protester là-dessus que sur la technique. Ils voient bien quand même qu'il y a des soucis de prouver un certain nombre de choses avec des textes mal fagotés et votés en vitesse. On a des comparaisons. Ça a permis de les identifier quand même. Ça a permis de savoir que les Gilets jaunes étaient souvent des gens insérés socialement et de les ficher. En 30 secondes, on a des exemples en Europe comparables. Allemagne, Italie, Espagne, Grande-Bretagne. Hubert Couturier. On a, si vous voulez, un mouvement en Europe qui s'appelle les Black Blocs, etc., et qui oblige effectivement le maintien de l'ordre à évoluer. Qu'est-ce que ces gouvernements européens opposent à ces gens-là? Voilà, c'est ça ma question. Non, mais bon, là, il y a une polémique aujourd'hui sur les lanceurs de balles de défense, sur les grenades de désencerclement qui évitent aux gardes mobiles d'aller au contact. Donc là, il y a un débat là-dessus. Mais en Europe, la problématique du maintien de l'ordre est un peu la même, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter les morts. Et pour ça, il faut des techniques de mobilité et d'identification des casseurs de plus en plus précises. Hubert Couturier dans le Télégramme. Aujourd'hui, Castaner durcit le ton. C'est votre éditorial. On reviendra tout à l'heure avec vous, messieurs, bien sûr, sur la liste européenne des Républicains, après l'invité politique de 8h tout à l'heure, qui est Éric Ciotti. Guillaume Doyen, on en vient à la fusion des régions. Et vous écrivez, le compte n'y est pas encore. Pourquoi? Non, alors, on a fait un bilan 3 ans après. Vous savez, on est passé en France métropolitaine ou hexagonale de 22 à 13 régions. On a créé de très grandes régions. Et à l'époque, on nous parlait d'économies absolument faramineuses. Plus de dépenses de personnel, j'ai lu. Un peu plus. Presque 2% de plus. Oui. Ouais. Alors, il y a eu de l'inflation quand même. Donc dépenses de fonctionnement, alors, le fonctionnement pratiquement 1% de plus. Un peu augmenté, raisonnablement. Là-dessus, ça va. Elles ont bien bossé, les régions. Mais finalement, les économies ne sont absolument pas
au rendez-vous. Et on s'y attendait d'une certaine façon. On a encore envisagé le problème d'un point de vue strictement cartographique. Mais ça a été fait pour faire des économies ou ça a été fait, ça a été pour contenter, j'allais dire, un certain nombre de faire des grandes régions quand même. Faire des grandes régions. Ouais. Ça a été fait pour se dire on va faire comme les Allemands. Ouais. On va avoir des belles grandes régions. Landers. On a les fameux Landers. On a confondu, si vous voulez, la taille et la puissance, parce que finalement, du point de vue financier, elles sont toujours pas plus riches. Mais en gros, on a fait des choses plus grande. Regardez ce que font nos voisins. C'était l'argument de Jean-Yves Le Drian. Exactement. Regardez la Bretagne à la même taille que précédemment. Il avait raison. D'ailleurs, ces grandes régions n'ont pas apporté grand-chose, sauf que ça a mobilisé les services à un point énorme. Et ça oblige les élus à faire des kilomètres et des kilomètres. Et leurs fonctionnaires. Et à créer des régions. À sillonner la région. Sillonner la région, créer des points de halte. Rendez-vous compte que Bordeaux, maintenant, décide pour la Creuse. Pas que pour la Creuse. Non. Pour Angoulême, pour Saint-Jean-de-Luz. Décide sur des mesures, décide sur certaines infrastructures. Mais alors, une fois qu'on a dit ça... Pas surtout. Ouais, c'est l'État qui décide. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, Guillaume Doyen, l'article d'ailleurs est fort bien fait dans la Gazette. Je conseille les téléspectateurs d'aller acheter la Gazette ou d'aller sur le site internet, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Parce qu'une fois que vous avez dit ça, au fond, aucune économie n'a été faite. Il n'y a pas grand-chose de positif. Beaucoup de régions vivent mal. J'étais hier soir avec nos amis d'Alsace. Il y a des difficultés là-bas. Vous parliez de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que certains Corréziens ne se sentent pas vraiment d'atomes crochus avec des Basques, par exemple. Qu'est-ce qui peut être fait? Puisque, au fond, la fusion des régions, économiquement, ça n'a pas formidablement marché. Alors, rapidement, on peut quand même en espérer, c'est pas encore arrivé, des économies finalement, au moins sur les achats. Bon, ce ne sera pas énorme, évidemment, quand on mutualise ces achats, on peut avoir moins cher, on peut avoir des prix. C'est pas ça qui va changer, qui va faire le grand soir des régions françaises. Non, ce à quoi il faut penser maintenant, c'est une vraie régionalisation française. C'est qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des régions de France, si vous voulez. Vous qui êtes très bien implanté en Bretagne, vous savez le rôle qu'a la région Bretagne, qui est bien identifiée. Ces régions-là, elles ont un rôle en matière de développement économique. Il faut des transferts financiers. Il faut des transferts importants. Et on attend de voir quand même ce que va décider Emmanuel Macron à l'issue du grand débat. Certains le poussent notamment au MoDem à renverser la table et à annoncer des choses très fortes et très novatrices. En tout cas, un bon papier dans la Gazette des communes, des départements, des régions que vous dirigez, Guillaume Doyen. Fusion des régions, le compte n'y est pas encore. Et Hubert Coudurier, dans le Télégramme, votre édito sur cette loi à l'Assemblée nationale. Castaner durcit le ton. Il s'agit de cette loi qui est actuellement en discussion. Voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais également dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien, une particularité sur le canal 13 de la TNT. On se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de retrouver l'invité politique dans un instant, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui est notre invité en direct sur ce plateau. On va aller regarder ce qui se passe du côté du Monde avec le Zap Monde de TV5 Monde et évidemment les images du Parlement britannique et de Theresa May hier. À tout de suite. Public Sénat, soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.
On annule tout et on recommence. À 2 mois de l'échéance finale, Theresa May n'en démord pas. La première ministre britannique veut à tout prix rouvrir les négociations avec l'Union européenne afin d'éviter un Brexit sans accord. Alors quelques minutes avant le vote, elle hausse le ton. Le temps est venu pour que les paroles se traduisent par des actes. Si vous voulez dire à Bruxelles ce que cette Assemblée acceptera, vous devez voter pour cela. Si vous voulez partir avec un accord, vous devez voter pour cela. Si vous voulez le Brexit, vous devez voter pour le Brexit. Après les débats, c'est l'heure du vote. Les oui à droite, 318. Les non à gauche, 310. Les oui longs. Les oui longs. Le compte à rebours se poursuit. La date du Brexit est prévue pour le 29 mars prochain, mais impossible de dire si Theresa May décrochera un accord ou un report. La scène se déroule régulièrement tout autour de la planète. Des centaines, voire des milliers de kilos de drogue saisis sont réduits en cendres. Un symbole de la lutte contre les stupéfiants, mais aussi celui d'un échec. Des objectifs ambitieux, mais jamais atteints. Depuis 2009, la production de pavot a augmenté de 130%, celle de la coca de 30%, idem avec les drogues de synthèse. Pas moins de 800 nouvelles substances actives ont été créées depuis. Dans la petite ville de Brumadinho, ils sont des dizaines d'habitants à être venus se recueillir dans la soirée. Les yeux bouffis par les larmes et le manque de sommeil, beaucoup sont dévastés. Dans la journée, les opérations de recherche se poursuivaient dans ce gigantesque amas de boue et de débris. Mais la tâche est compliquée. La zone de recherche s'étend sur plusieurs centaines de mètres et les chances de survie sont maintenant infimes. Et alors que les familles font leur deuil, d'autres Brésiliens manifestent devant le siège de l'entreprise à Rio. Ils fustigent la gestion et les conditions de travail au sein de la compagnie, et notamment après sa privatisation en 1997.